son cœur, il n'aura plus jamais peur. Cette fille est libérée, elle est en parfaite santé. Cette fille est libérée, elle est en parfaite santé. Ma parole vient de remplir tous ses rôles. Elle est le verbe des cieux, elle a tout repeint en bleu. Ce garçon est libéré, il est en parfaite santé. Cette fille enamourée ne cesse plus de chanter. Qu'elle l'aime, qu'elle est un autre lui-même. Je vois l'amour dans leurs yeux, ils peuvent enfin être heureux. Cette fille liberté, ce garçon enamouré resplendissait de santé, ne cesse plus de chanter. Ma parole, il disait que j'étais folle de croire à tant de bonheur. Retenez cela par cœur. Ma parole vient de remplir tous ses rôles. Elle est le verbe des cieux, elle a tout repeint en bleu. Après l'Olympia et après mon mariage avec Patrick, je me suis retrouvée dans la maison de campagne que nous avions à Nantos-sur-Lunain. Et ça a été une période absolument géniale, de repos d'ailleurs, où on était là avec notre petit Michael. Et je me posais la question, faut-il partir en tournée avec le spectacle que je venais de faire, ou alors faire complètement autre chose, parce que je n'arrivais pas à m'imaginer sur les routes avec un bébé d'à peine 2 ans dans les bras, et la nounou, et je savais que mon mari ne pourrait pas suivre. Et donc je ne voyais pas comment organiser tout ça. Et à ce moment-là, je prends un paquet de cartes que j'avais, c'était, je crois, une sorte d'oracle des anges, et je demande quel est le bon chemin pour la suite de ma carrière. Je tire une carte, et il y avait écrit textuellement « Il est temps maintenant de raconter toutes les expériences spirituelles que tu as traversées au cours de ta carrière, et tu trouves tout de suite un éditeur. » Ça m'a fait beaucoup rire parce que je connaissais la difficulté de trouver un éditeur qui soit opérationnel rapidement. Mais comme c'était un oracle des anges, je me suis dit je vais me mettre à écrire, et je me mets à écrire en plein mois d'août. Et là-dessus, j'avais écrit une 30aine de pages de mon livre Paroles magiques qui racontait donc tout ce parcours. Et quelqu'un me téléphone, un ami à moi, et me dit « Mais j'ai vu ton spectacle à l'Olympia, c'était formidable, qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Et je lui dis « Je suis en train d'écrire un premier récit. » Il me dit « Mais est-ce que tu as 30 pages ?» J'ai dit « Oui, j'ai exactement 30 pages. » Et il me dit « Donne-les-moi parce que je vais te trouver un éditeur, je travaille avec tous les éditeurs de Paris. » Et il faut dire aussi que ce jeune homme, en fait, était la première personne à qui j'avais enseigné tout ce que je venais de découvrir, parce que j'avais une grande angoisse quand j'ai découvert la puissance de la parole et les effets merveilleux que ça peut avoir sur nos vies. Je me disais, si je meurs demain, personne ne le saura. Et j'en avais parlé à une copine qui m'aidait pour la promotion, elle avait rigolé, elle m'avait dit... c'est très simple, la seule chose que tu as à faire, c'est mettre une annonce dans n'importe quel journal en offrant un stage, en proposant un stage, et tu vas avoir des personnes qui vont y assister et tu pourras comme ça transmettre et tu n'auras plus l'angoisse, cette angoisse-là. Alors je l'avais fait, j'avais mis une annonce dans je ne sais plus quel magazine et j'avais eu un élève, lui, qui pendant 2 jours a écouté passionnément tout ce que je racontais là-dessus, avec toutes ces expériences extraordinaires. Et après, j'avais la conscience tranquille, je me disais, bon voilà, j'ai transmis à quelqu'un, et c'est ce jeune homme-là qui m'appelle pour me proposer de me trouver un éditeur. Il me présente un premier éditeur qui m'a dit, non, un récit comme ça, c'est pas ce qu'il faut, il faudrait faire plutôt une méthode. Je dis oui, la méthode je la ferai après, mais là c'est un récit pour que les gens comprennent que c'est quelque chose de vécu et d'utilisable tout de suite. Et il me trouve un deuxième éditeur, mais ça n'avance pas. Le dossier, enfin le manuscrit envoyé traîne pendant des mois et des mois. Et là-dessus c'est Noël et mon mari m'offre un livre sur les anges. Je crois que ça s'appelle « Invocation et exhortation ». Et ce livre, je l'avais déjà eu dans les mains, mais je l'avais prêté à une amie qui ne me l'avait jamais rendu. Et le soir où il m'offre ce livre, je l'ouvre au hasard et je tombe sur l'ange Méiel,
celui qui s'occupe de placer les livres chez les éditeurs. Alors il y avait une petite prière à faire que j'ai dite, il fallait allumer une bougie, faire l'invocation comme il disait. Et voilà, donc je l'ai fait, il y avait une heure précise où faire cette demande, j'ai fait tout cela et le lendemain, je téléphone à Guy Trédaniel, donc chez qui le manuscrit attendait. Et je tombe sur la secrétaire qui me dit « Mais vous ne pourrez le joindre que de telle heure à telle heure, sinon il est absolument injoignable. » Donc le surlendemain, je rappelle à l'heure indiquée et je tombe sur lui et il me donne rendez-vous tout de suite. Et donc j'arrive au bureau et il me dit « Ah oui, j'ai entendu parler de ce que vous avez fait à l'Olympia. » Il se lève et il va chercher un contrat et le contrat a été signé dans la minute qui suivait. Et là, je réalise d'un seul coup que c'était une intervention du fameux ange Méiel. Et je deviens toute rouge parce que je comprends ce qui est en train de se passer. Et donc le livre sort et ça a été un beau succès quoi, qui s'est étalé sur plusieurs années. Et c'était donc la première chose extraordinaire que je voulais raconter dans cette deuxième partie de ces phrases qui ont changé ma vie. Ensuite, je suis retournée sur scène, après ça, en 1994, pour une série de spectacles pour enfants. Ça s'appelait Les Contes de la Licorne. Donc c'était une série de contes, de 5 petits contes pour enfants, contes musicaux bien sûr, que je voulais monter avec des amis comédiens et chanteurs. Et donc, j'obtiens des subventions pour ce spectacle et ça m'arrangeait beaucoup de faire ces spectacles pour enfants. Je n'avais jamais travaillé pour les enfants directement, c'était toujours pour tous les publics, mais là, c'était vraiment destiné aux élèves des écoles secondaires et primaires aussi. Et donc, je me mets à préparer tout ça. Un jour, au beau pays de Pourtounulpour, naquit une ville. Je m'appelle Isha la Grande. Annonça-t-elle à ses marraines les 3 fées de l'eau, du feu et de l'air, qui l'aidaient à s'installer autour des maisons et boutiques. La ville méritait bien son nom. Elle était si belle et si grande que l'on eut beaucoup de mal à la délimiter. Elle s'étendait jusqu'au-delà des champs de maïs qui entouraient les fermes. Elle touchait le flanc des montagnes mauves alentour. Isha la Grande n'en finissait pas de grandir. Vint alors pour elle un temps critique où elle sentit naître de grands remous dans son cœur. À longueur de journée, elle se mit à pousser de profonds soupirs. Ne vous inquiétez pas, dit la fée du feu à ses compagnes. Isha la Grande n'est pas malade. Elle entre tout simplement dans ce que les humains appellent l'âge bête. Ah, Dit la fée de l'eau. c'est l'âge auquel les humains aspirent à trouver l'autre moitié d'eux-mêmes. Exactement. Dit la fée de l'air. Et parfois, il leur arrive de la trouver, de vivre heureux. D'autres se lassent d'attendre et finissent leur vie comme des morts vivants. D'autres encore attendent très très longtemps. Je crains fort que pour notre filleule, cela ne soit malheureusement le cas. Comment pourrait-elle trouver l'autre moitié d'elle-même? Elle est la plus grande de toutes les villes, et les villes ne s'épousent pas entre elles. Quelquefois seulement on les déclare villes jumelles, mais elles restent à des kilomètres l'une de l'autre. Il en ira tout autrement pour Isha la Grande. Décida la fée du feu. J'ai le pouvoir de transformer la vie. Je ne laisserai pas ma filleule passer une existence morne et sans joie. Venez voir ce que j'ai préparé pour elle. Jamais personne n'aura rêvé pareil bonheur. Que la flamme invisible dont je suis la gardienne monte, monte à travers toute la ville. Et que l'amour soit. Approchez, mesdames, regardez. Elle montra à ses amis au moyen d'une boule de cristal ce qui se passait au pied de la ville. Les pieds formaient un très joli quartier où s'élevait le château du roi Salam qui gouvernait le pays. Il y régnait une grande effervescence. Le roi Salam se mourait, tandis que la reine, son épouse, mettait au monde un fils, le prince Ichou. Peu
Peu à peu, le prince Ichou devint un homme, tandis que la ville ne cessait de soupirer. Pour passer le temps, elle créa dans son esprit l'image de celui qu'elle aimerait un jour. Cette vision ressemblait trait pour trait au prince. Mais elle ne le savait pas. La mère du prince Ichou disparut à son tour, et le prince resta seul. Il fit alors savoir à la cour qu'il allait visiter toute la ville afin de trouver l'endroit où construire son propre château. Il sauta sur son cheval blanc, parcourut les bas quartiers, la ville haute. Attiré par un grondement sourd qui partait du quartier du Cœur ou centre-ville, il y pénétra. Il arrêta son cheval sur la grande place, se mit à genoux et colla son oreille à la terre pour savoir d'où provenait le bruit. À l'intérieur de cette vibration, il discerna soudain le chant d'Isha la Grande qui saluait sa venue. Il est venu dans la rue de mon cœur, prendre mes mains, mettre ses mains dans mes mains. Il est venu dans la rue de mon cœur, prendre mes yeux, mettre ses yeux dans mes yeux. Il est venu dans la rue de mon cœur, prendre ma voix, mettre sa voix dans ma voix, ses mots dans mes mots, son rire dans mon rire, ses pleurs dans mes pleurs. Il est venu dans la rue de mon cœur, mettre son cœur dans mon cœur. Émerveillé, le prince Ichou comprit que la ville était une femme, et il voulut voir son visage. Il quitta la place du Cœur et s'engagea dans la rue de la Gorge. Son cheval le mena jusqu'à la colline sacrée qui dominait la ville. Là, il put contempler le palais où résidaient les trois fées. Il s'y fit annoncer. « Que désires-tu, prince Ichou ?» demanda la fée du feu. « Je veux voir le visage d'Isha la Grande. » répondit le prince. « Tu ne peux voir son visage qu'en t'élevant tout en haut dans le ciel, afin d'avoir une vue d'ensemble de la cité. Es-tu prêt à nous suivre ?» demanda la fée de l'air. « Oui. » dit le prince. « Allons-y. » dit la fée du feu. D'un coup de baguette magique, la fée de l'eau construisit une soucoupe volante et y fit entrer le prince Ichou. La soucoupe s'éleva dans le ciel à une vitesse vertigineuse. Et les trois fées lui servirent d'escorte. Tout le monde atterrit au sommet de la montagne mauve. De là, le prince Ichou dominait toute la ville et il put contempler son visage. Les trois fées le laissèrent seul. Et il demeura une semaine à cet endroit, avec pour unique nourriture la vision de ce paysage. Isha la Grande le remercia d'avoir découvert qu'elle était vivante. Chaque jour, elle inventait pour lui une nouvelle chanson. Isha la Grande comprit combien le prince l'aimait, et elle décida de l'épouser. « Mais comment t'épouser ?» dit le prince. « Vois comme je suis petit. Toi, tu es une ville, et je ne suis qu'un homme. » « Ne t'inquiète pas. » dit la ville. « Retourne au palais. Les trois fées te donneront la solution de ce problème. » Ah ? Pour que nul ne se moque de ce projet insensé, il lui fit promettre de le garder secret. Les trois fées avaient préféré poursuivre leur voyage. Dans leur palais désert, elles avaient laissé un panier rempli de mûres pour le prince. Le prince eut faim et mangea tous les fruits. Au fond du panier, il trouva un billet. La voix d'Isha la Grande, qu'il pouvait maintenant entendre en tout lieu, murmura les mots inscrits sur le papier. Le printemps à l'homme tentant, le parfum à l'homme charmant, les fleurs au roi blanc, les roses au sourire d'argent, les murs à la douceur du
prince errant seul dans le palais abandonné des fées. Le printemps à l'homme d'antan, le parfum à l'homme charmant, les fleurs au roi blanc, les roses au sourire d'argent. Je ne comprends rien. Dit le prince Ichou. Est-ce là le secret pour m'unir à toi? Oui. Fit la voix d'Isha la Grande. Cela veut dire que tu dois devenir roi pour pouvoir m'épouser. Dans quelques jours, tu seras sacré roi de tout le pays. Tu n'as qu'à attendre ce moment et tu comprendras comment cela est possible. Le prince Ichou décida de la croire. Il retourna dans le quartier du cœur et s'installa dans son château tout neuf. La cérémonie du sacre se prépara dans toute la ville. Les habitants y furent invités. Isha la Grande convoqua ses marraines, les trois fées, et leur demanda d'exaucer son vœu. En effet, chaque année, le jour de sa fête, elle avait le droit de formuler un souhait, et aussitôt, l'une des fées le réalisait. Cette année, dit Isha la Grande, je vous demande de me transformer en femme de la même taille que celle de ce pays. Ainsi, je rejoindrai le prince Ichou le jour de son sacre, et nous pourrons nous marier. Quand j'étais petite, je voulais être grande, ne plus souffrir, être libre, aimer. Être aimé, comprendre, dominer le monde, dominer le monde, je voulais être grande. Et je rêve d'être petite, ne plus souffrir, être libre, aimer. Être aimé, comprendre, dominer le monde, dominer le monde, je rêve d'être petite. Quand j'étais petite, je voulais être grande, et je rêve d'être petite. Soit, dit la fée de l'eau en brandissant sa baguette magique. deviens donc une femme. Mais nous ne pouvons t'accorder cela que pour 3 jours. Si au bout de ces 3 jours, tu n'as pu te faire reconnaître du prince Ichou, alors tu réintégreras ton rôle de ville. Nous ne pouvons pas lever davantage le sort que t'a jeté autrefois le roi Salam. As-tu oublié le temps où le roi Salam t'aimait? Tu n'étais pas encore une ville, mais une très jeune fille, et le pays de Pourtounulpour n'avait pas de capitale. Le roi Salam régnait sur un ensemble de champs et de forêts. Un jour, à cause de son grand âge, le roi Salam eut peur de l'amour qui grandissait entre vous. Et pour ne pas te faire de mal, il crut bon de te dire que cet amour n'avait jamais existé. Ta douleur fut si grande que tu t'es changé en statue de pierre. Et quand le roi Salam voulut te consoler, il n'a trouvé que cette statue sur laquelle s'inscrivait ton nom, Isha la Petite. Fou de chagrin, il prononça ces mots. Statue d'Isha la Petite, si tu ne peux revenir à la vie, transforme-toi en ville et deviens la capitale de mon pays. La pierre et la terre obéirent au roi, et tu devins une ville. Le roi te donna le nom d'Isha la Grande. Puisque tu le désires aujourd'hui, redeviens Isha la Petite et retrouve le fils du roi Salam. Aussitôt, auprès des trois fées, une belle jeune fille apparut, vêtue comme une bohémienne. La fée de l'eau lui tendit un miroir. La fée du feu mit un ruban dans ses cheveux. La fée de l'air la parfuma d'une essence très rare. C'était un extrait de rose orange cultivé exclusivement dans le quartier du cœur. Isha, la petite bohémienne, se rendit dès le deuxième jour à la cérémonie du sacre. Le prince apparut, entouré de toute sa cour. Son regard croisa celui d'Isha la petite. Il crut retrouver une image vue en rêve, mais il ne put s'y arrêter. Son visage demeurait triste et fermé, car depuis 2 jours il n'entendait plus la voix de la ville à son oreille. Lorsqu'il pénétra dans son château, Isha la petite voulut le suivre,
Mais on ne laissa entrer que la cour, et les soldats du roi fermèrent toutes les portes. Isha la petite crut mourir de chagrin. Elle sanglota sous la fenêtre du roi. Ses larmes firent pleurer le ciel. Alors, en plein milieu de l'été, il neigea sur toute la ville. Dès le lendemain, le nouveau roi fut submergé par le travail qui l'attendait et par les plaintes des paysans dont la neige avait détruit les cultures. Il les dédommagea en leur offrant le château de son père et toutes les richesses qui s'y trouvaient. Mais dès qu'il était seul, il pleurait du silence d'Isha la Grande. Pendant ce temps, sous sa fenêtre, Isha la petite tremblait de froid et se désespérait. Une flamme pourtant brûlait toujours dans le cœur d'Isha la petite, et sa douleur ne parvenait pas à l'éteindre. Au bout du 3e jour, cette flamme devint si puissante qu'Isha la petite fondit sous la fenêtre du jeune roi Ishu. Elle fondit si bien que son esprit rentra dans la terre, et elle redevint la ville qu'elle était. De son passage, il ne resta plus sous la fenêtre d'Ishu que sa chemise blanche, son gilet vert, sa jupe rouge et ses ballerines oranges. Le soir tomba, et le roi Ishu sortit de son château pour prendre l'air. Il passa sous la fenêtre et trouva les vêtements d'Isha la petite. Il pencha sa tête sur la chemise blanche et le parfum si rare des roses oranges monta vers lui. Soudain, il comprit tout. Le billet donné par les fées, le visage de la bohémienne, celui d'Isha la Grande. Il sut qu'il était passé à côté de l'amour sans le reconnaître. Il sut aussi que sa ville, Isha la Grande, était venue jusqu'à lui, qu'elle ne l'avait pas oublié. Une flamme gigantesque se ralluma dans son cœur, et lui aussi se mit à fondre. Son esprit rentra dans la terre, et à nouveau, il entendit le chant d'Isha la Grande. Tout son être se fondit dans la ville, et il ne fit plus qu'un avec elle. Un soldat trouva les vêtements du roi Ishu mêlés à ceux de la bohémienne. Et le peuple sut que le roi avait disparu. Il n'y eut plus jamais d'autre roi au pays de Porto-Noulcourt, car tous les habitants apprirent à se gouverner eux-mêmes. Et les 3 fées les jugèrent enfin dignes de leur apprendre le grand secret. Depuis, dans le monde entier, on raconte partout l'histoire d'Isha et d'Ishu. La ville dont les habitants vivent si heureux et ont tant d'enfants merveilleux qu'ils repeuplent la terre entière sous un soleil toujours brillant. Et on obtient énormément de partenariats radio. Ça m'arrangeait surtout parce que je savais que ces spectacles se terminaient à 4h30 et qu'on peut aller chercher son enfant après à l'école et sans veiller le soir. Donc ça m'arrangeait pour ma vie de famille. Alors je prépare donc ce spectacle et on obtient une vingtaine de radios partenaires, France Soir qui nous suit, France Culture, France 3. Et on avait vraiment beaucoup d'appui de partout. Et j'avais trouvé une salle, je ne sais plus le nom de cette salle, donc j'avais signé un contrat. Le spectacle devait se faire fin novembre, devait commencer fin novembre. Et au moment, donc on arrive vers la fin du mois de novembre, j'avais des partenariats très importants, donc avec Télérama aussi. Et donc avec les salles pleines, parce qu'on commence à vendre énormément de places aux écoles. Et donc les séances étaient pleines. Alors j'annonce à la troupe qui n'avait pas encore répété, ça y est, nos représentations sont pleines et voilà, et on a des partenaires magnifiques. On va commencer les répétitions et à ce moment-là, la personne qui m'avait fait signer le contrat me dit « Tu ne peux plus venir dans cette salle parce que la direction a changé et que tout est annulé. »
Je dis, je fais quoi de mon contrat? Ben, ça valait plus rien. On m'a dit après que j'aurais pu faire un procès, mais j'avais pas le temps de m'occuper de ce genre de choses, parce que le temps courait très vite, il fallait se mettre aux répétitions, il fallait assurer, et surtout que les salles étaient pleines. Il y avait des dates qui étaient complètes. Et je me dis, vite, il faut trouver un autre théâtre avec les dates qui correspondent pour qu'on puisse transvaser dans un autre théâtre ces groupes d'enfants, ces écoles entières qui allaient arriver. Ça, j'avais jamais fait de ma vie. Hein. Donc je cherche un théâtre, et ça coûtait beaucoup plus cher que la salle qui avait été mise à notre disposition en co-réalisation. Là, il ne s'agissait plus d'une co-réalisation, il fallait louer un théâtre à certaines dates et que les dates correspondent. Donc je vais au Casino de Paris parce que je connaissais le directeur, il essaye de m'arranger la chose, mais ça ne marche pas. Il n'y avait pas les dates correspondantes. Je téléphone à d'autres théâtres, ça ne fonctionnait pas. Et finalement, le théâtre de Jazé, les dates correspondaient. J'avais pas le financement, mais je me suis dit je vais quand même dire ok parce qu'il faut absolument qu'on puisse assurer ces représentations. Et là-dessus, le lendemain, je reçois dans ma boîte aux lettres, parce que j'avais pas le financement nécessaire, je reçois une proposition de prêt, juste la somme qu'il fallait. Donc je prends ce prêt qui était proposé, une sorte de crédit revolving. Et j'assure le spectacle et on arrive à transvaser donc les centaines d'enfants qui avaient réservé leur place au théâtre de Jazé et on a pu faire le spectacle. Donc ça c'était vraiment une expérience extraordinaire et ça a continué donc avec la suite de ce spectacle qui s'appelait Dans la forêt, donc c'était la suite de ces contes musicaux. Dans le premier, il y avait aussi un conte qui était mon premier court-métrage, donc filmé, L'habitant du cœur. Et donc c'est celui-là qu'on a visionné tout à l'heure. Donc dans la forêt, c'est un nouveau spectacle où je raconte des histoires d'animaux. Le premier racontait des histoires de princes et de princesses. C'était toujours le prince qui avait des difficultés, pas la princesse, et c'était la princesse qui venait le libérer à chaque fois. Ce spectacle dans la forêt, c'était la première fois que la salle était pleine tous les jours, pendant les 10 représentations, qu'il y avait tout, quoi, la télé, la radio, les journaux. Je pense qu'il y avait à nouveau François, il y avait à nouveau Télérama, il y avait Paris Première, je crois. Et il y avait toute une ribambelle de radios libres qui suivaient. Et bon, j'étais très contente parce que j'avais fait ça toute seule et que j'avais réussi à faire ce qu'il fallait. J'allais même avoir des sous qui allaient pouvoir payer le prochain album. Et là-dessus, une fois que les écoles ont commandé leur place, une bombe explose dans le RER, du côté de Saint-Michel, je crois. Donc c'était en 96. Et ça veut dire plan Vigipirate pour toutes les écoles. Ça veut dire que les enfants ne pourront pas accéder au lieu du spectacle, qu'ils ne pourront pas sortir des écoles pour venir voir ce spectacle. Et ce n'était pas tout, la scène déborde. Or, je devais chanter sur une péniche. Le directeur du théâtre m'appelle et me dit « Hélène, tu ne pourras pas venir chanter parce que la Seine ayant débordé, la brigade fluviale interdit l'accès à la péniche, c'est trop dangereux pour les enfants. » Et troisième chose, je tombe malade, le choc de tout ça, quoi, et je fais une grosse bronchite, et donc aphonie. Et donc pas possibilité de chanter, etc. Et 42 fièvres, etc. Et là, j'avais tout un tas de séries de conférences que je devais assurer, avec 42 fièvres, et je voulais rien annuler, d'autant plus que j'enseignais déjà la puissance de la parole. Alors, dans mon jeu de cartes, il y avait une carte qui disait « J'agis comme si j'avais la santé parfaite sur tous les plans et je l'obtiens. » Alors, je me maquille, je me fais très belle et je vais faire ma conférence quand même avec mes 42 fièvres. Et j'assure donc ce qui était assurable, mais je ne savais pas du tout comment ce spectacle allait pouvoir être effectif. Et dans mon bureau, donc c'était ici, je prends un livre au hasard dans la bibliothèque, je l'ouvre et je vois cette phrase extraordinaire, qui m'a fait tout de suite de l'effet d'ailleurs. « Les idées de Dieu ne peuvent pas être modifiées. Ce qui est mien par droit divin le demeurera toujours. Je suis sous l'influence de la grâce
et non de la loi karmique. Alors je me suis posé un tas de questions, je me suis dit c'est quoi cette loi karmique? Et bon, la phrase était expliquée, en fait c'était la loi mise en action par les actions des hommes. Et donc là, les actions des hommes, c'était ceux qui avaient mis les bombes dans le RER. Hein. Et donc la phrase disait qu'au contraire, j'étais sous l'influence de la grâce et pas de des résultats de cette bombe. Et donc j'ai répété cette petite phrase, je l'ai dite à plusieurs reprises, il y a eu un effet tout à fait inattendu, c'est que ça m'a détendu énormément et que d'un seul coup, je me suis dit, tant pis, je ferai d'autres spectacles, on verra, je laisse tomber tout ça. Et dès que je me suis détendue, c'est ce que les gens peut-être appellent le lâcher prise. C'est comme si on retirait une prise en fait. On retire la prise qui relie au souci. Et donc là, les choses peuvent se remettre en place. Là-dessus, le téléphone sonne, c'était les plus grosses écoles, celles qui avaient commandé le plus de places. Quand elles commandent les places, en fait, elles envoient les chèques. C'est une garantie et les chèques ne sont encaissés qu'après les représentations. Et donc les écoles commencent à appeler en disant, en tout cas la plus grosse, qui était une école de Vincennes, on ne va pas pouvoir venir dans la péniche vous voir jouer, mais est-ce que vous accepteriez de jouer à Vincennes, même au théâtre Daniel Sorano? Alors j'ai répondu oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez chanter à 9h du matin et à 10h30 parce qu'il faut que les enfants soient libres pour la cantine de midi? J'ai dit oui, j'avais 42 fièvre toujours. Et donc répond la directrice, eh bien écoutez, on va mettre à votre disposition le théâtre Daniel Sorano, mais on va vous rajouter, je ne sais pas combien de classes, beaucoup plus d'enfants encore. Et donc, au lieu de 200 personnes, il y en avait 400, etc. par représentation. C'était vraiment un changement radical, quoi. Et on me dit, vous pourrez répéter la veille au soir parce que le technicien est à votre disposition. Donc la veille au soir, je vais faire la conférence que je devais faire avec la fièvre, etc. Et je file à la répétition et le directeur technique me dit je n'ai jamais vu un spectacle comme le tien, ça me plaît beaucoup et pourtant j'en vois passer des spectacles. Ça me plaît vraiment beaucoup et ne t'inquiète pas, tu as une grosse crève, me dit-il, mais ne t'inquiète pas, je vais t'arranger ça avec la sonorisation. Et personne ne verra rien, tu pourras raconter tes histoires. Et en fait, entre chaque chanson sur les animaux, je racontais des histoires un peu magiques, on va dire. Des histoires extraordinaires, des histoires de chats qui se perdent, qui se retrouvent, et des histoires vraies. Les enfants savaient que c'était des histoires vraies. Et voilà, donc j'ai pu faire le spectacle, la série de spectacles à Daniel Sorano. Et là-dessus, le directeur de la péniche m'appelle et me dit, tu sais, la scène a baissé, donc tu vas pouvoir revenir faire tes représentations, et on a pu tout assumer. Et les dernières écoles qui avaient loué les places, on a pu aller chez eux directement. Avec Philippe qui était déjà qui était arrivé chez moi, donc on a vécu tout ça ensemble. Tu ne peux me manger, Jessie. Comme un défi, tu lui ouvres la bouche et tu comptes ses crocs, Jessie. Comme un baril, tu plonges dans sa bouche, ta main dedans les crocs, Jessie. Tu connais la magie, oh coquine. Le loup est parti et toi tu ris. La 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 la. La 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 la. Grand méchant loup, tu n'es qu'un rêve, tu ne peux me manger. La 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 la. La 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 la. Grand méchant loup, tu n'es qu'un rêve, tu ne peux me manger.
manger. C'est à vous maintenant. Et en fait, grâce à ce petit spectacle, eh bien, j'ai pu produire mon nouveau disque. Mon nouveau disque qui a permis de faire un nouveau Casino de Paris après. Donc le nouveau Casino de Paris, c'était en 98. Entre-temps, j'avais écrit des livres d'interviews sur des personnes très connues, auxquelles j'avais demandé qu'elles racontent justement leur cheminement spirituel, certainement. Surtout, ce que je voulais savoir, c'était qu'est-ce qui avait été un élément déclencheur dans leur vie pour qu'elles donnent toute leur vie pour enseigner, pour transmettre ce qu'elles avaient découvert. Et c'était des livres assez passionnants. Enfin, en tout cas, moi, ça m'avait passionné de poser ces questions et d'avoir ces réponses, parce que très souvent, c'était à la suite d'un choc que ces personnes-là avaient trouvé une solution et qu'elles voulaient transmettre cette solution aux gens. Et donc, je commence à préparer ce Casino de Paris et je téléphone à tous ces gens qui avaient participé à mes interviews pour savoir s'ils voulaient venir faire une minute de silence pour la paix sur la scène du Casino de Paris avec moi. Chose qui n'avait jamais été faite nulle part. Et toutes répondent oui, donc on se retrouve sur la scène du Casino de Paris avec 25 participants pour cette minute de silence pour la paix. Et ce qui était aussi extraordinaire pour ce spectacle, c'est que moi j'avais eu des grandes difficultés avec les bronchites à répétition que j'avais faites. Et là, c'était le spectacle où je retrouvais ma voix à son état naturel et normal. Et c'était très agréable pour moi. La seule personne qui était au courant des difficultés que j'avais eues, c'était le chef de l'orchestre qui m'avait entendu chanter. Il savait que c'était pas si évident à cette époque. Et il était paniqué, il se disait, est-ce qu'elle va tenir 2 heures sur scène? Il avait fait une crise d'angoisse avant de rentrer sur scène. Et finalement, ça s'était passé merveilleusement bien. Donc c'était la première fois que je faisais un spectacle pour la paix autour enfin sur une scène comme celle du Casino de Paris. Donc ça, c'était en 98. 99, 2000, 2001, je reviens au Casino de Paris avec un spectacle qui s'appelle L'Intense, donc pour lequel j'avais eu aussi des subventions. Le spectacle Lune a été un très joli succès et je me retrouve donc sur la scène du Casino de Paris avec un autre nouveau spectacle en 2001, le spectacle L'Intense. Et à ce moment-là, il y a d'autres difficultés familiales qui se sont mises de la partie. Et j'étais très fatiguée par tout ça. Et j'avais obtenu une subvention, mais ça ne couvrait pas beaucoup de frais de ce futur spectacle. J'étais pas obligée je me suis dit, après tout, je ne suis pas obligée de le faire. Je peux aussi prendre un peu plus de temps et faire ça plus tard. Et je ne savais pas ce qu'il fallait faire, s'il fallait y aller avec la fatigue que je ressentais ou pas. Et donc je m'adresse à mon subconscient et je dis voilà, j'aurais besoin d'un signe pour savoir quel est le bon chemin, s'il faut avancer ou attendre. Et au lieu de travailler, je prends mon fils par la main, c'était un dimanche d'ailleurs. Et je lui dis viens, on va aller se balader, on va visiter un jardin ou un musée, je ne sais plus quoi, avec sa copine aussi de classe. Et avec la maman de la copine, et j'oublie tout. Et quand je rentre le soir, donc un dimanche soir, il y avait un fax qui était arrivé, la FNAC disant « On est partenaire de votre spectacle L'Intense au Casino de Paris ». Je me suis dit c'est un signe, mais ce serait bien d'en avoir un deuxième parce que ça ne me suffit pas, d'autant plus que je n'ai pas le financement complet du spectacle. Et le lendemain, le deuxième signe arrive, c'est François qui dit « On est partenaire de votre spectacle L'Intense ». Je dis « C'est bien beau tout ça, je vais y aller, mais il faut que je trouve la suite du financement ». Et donc je commence à préparer ce spectacle L'Intense et je reçois 2 subventions qui permettent de finaliser ce spectacle. Et c'était la première fois que j'osais raconter sur scène toutes les aventures extraordinaires qui m'étaient arrivées avec la production de ces spectacles. Et je racontais ça entre les chansons. Et donc en même temps, je racontais aux gens comment utiliser la puissance du subconscient.
qui est à la disposition de tout un chacun, et chose qui est au programme de la terminale, dans les cours de philosophie. Et les gens ne voulaient pas quitter la salle. Quand on a terminé le spectacle, il a fallu faire le final 3 fois de suite. Et voilà, c'est un souvenir mémorable. Et quand j'ai terminé ce spectacle, je me disais comment faire mieux que ça. J'étais vraiment très très contente d'avoir pu réunir tout ce que je racontais dans mes conférences sur la puissance de la parole et tout ce que je chantais dans mes spectacles, et d'avoir pu faire l'union de ces deux choses, et que les gens dans une salle comme le Casino de Paris soient très intéressés par ce que je racontais et viennent et soient heureux de pouvoir rester et nous réclament notre présence et nous réclament bis sur bis. Voilà, donc c'est un spectacle totalement mémorable, mais il y avait autre chose aussi de très important dans ce spectacle. C'est que j'ai pu chanter une chanson qui s'appelle La vie à l'envers. Et cette chanson, je l'avais reçue en rêve, un petit peu après l'Olympia. C'était, je me rappelle, le 2 août 1992. Je rentre de la maison de campagne avec Patrick, avec ses deux garçons et avec mon fils à l'arrière de la voiture. Et donc je suis moi devant avec mon mari. Et on écoutait toujours Michel Berger, France Gall, Véronique Sanson, parce qu'on avait ces cassettes et ces disques-là dans la voiture. Et ce jour-là, j'entends la chanson de Michel Berger. Quand j'aurai tout donné, je m'en irai mourir, je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Et je me mets à pleurer, et je me suis dit, je ne veux pas que mon mari voit que je suis en train de pleurer, ça coulait tout seul. Et je prends donc les lunettes les lunettes de soleil qui n'étaient pas loin de là, je les mets sur mon nez pour que les enfants ne me voient pas pleurer comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on arrive donc à Vincennes. Et voilà, la fin de soirée se passe, je m'étais arrêtée de pleurer, les enfants n'avaient rien vu. Le lendemain, la nounou arrive, la nounou de Michael, et me dit, vous savez ce chanteur que vous aimez bien, hier soir à 18h, il est mort. Et c'était exactement l'heure à laquelle j'avais pleuré à chaudes larmes en écoutant Je m'en irai dormir dans le paradis blanc quand j'aurai tout donné, quand mes claviers seront usés. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Et elle me dit, vous savez, elle était médium, la nounou. J'ai rêvé de lui cette nuit, il dit ma femme, mes enfants, et il n'arrive pas à les contacter parce qu'il n'a pas compris qu'il était parti de l'autre côté. Il faut beaucoup prier pour lui, est-ce que vous pouvez vous y mettre? Et je m'y mets avec vous. Alors je me rappelle, j'allais faire mon footing à Nanteau, et en courant, je disais des prières pour lui. Et donc ça, c'était août-septembre, quoi. Oui, 2 août, c'était le 2 août son décès. Et donc les mois passent et je ne pense plus du tout à ça. Et le mois de mars arrive et j'ai un nouveau spectacle, je ne sais plus dans quelle salle. Et mon mari me dit, va dormir dans la petite chambre ici, là, dans mon atelier, parce que demain matin, Michael se lève très tôt pour aller à l'école et que toi, tu es en spectacle et que tu n'as pas beaucoup dormi, donc il faut que tu sois en forme pour le spectacle du soir. Et moi, je m'occupe d'accompagner Michael à l'école. Et quand je vais dormir dans cette petite chambre, qui était là, derrière, je rêve au petit matin de Michel Berger. Je le vois apparaître en rêve avec son clavier, debout, comme ça, et il me dit, voilà, j'ai écrit cette chanson pour toi. Et il me chante donc cette chanson qui est devenue La vie à l'envers, où il parle de la vie après la vie. Et je lui réponds en rêve, mais donne-la à France Gall. Il me dit, non, 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 parce que ton public est habitué à ce que tu racontes des histoires qui parlent de la vie après la vie, de l'au-delà, etc. Donc c'est vraiment pour toi, tu vas la chanter. Et donc je commence à transcrire le refrain, parce que le refrain a été donné intégralement. Et au moment où je me mets à écrire, j'entends toutes les paroles qui défilent et j'ai la chanson en entier. Et je rencontre un jeune arrangeur qui me dit « Oh mais elle est formidable cette chanson, je vous fais l'arrangement, je vous l'offre ». Et donc la chanson a été enregistrée très vite. Et là, au Casino de Paris, évidemment,
on l'a monté en grand avec les danseurs. C'était vraiment mémorable ce qu'on avait fait autour de ce titre qui m'a suivi très très longtemps et qui raconte donc la vie après la vie, vue par Michel Berger. Enfin, je veux le croire. On n'a aucune preuve de tout ça. Hein, ce n'était qu'un rêve, mais quand même la chanson est là et ça c'est peut-être une preuve. Cette chanson qui s'est manifestée comme ça. En 2004, je suis à nouveau revenue sur une grande scène. Il y a eu d'autres spectacles dont je ne parle pas. Et en 2004, avec un nouveau spectacle qui s'appelait Monde et qui était fait à partir de musique du monde de tous les pays. Un spectacle qui parlait de la vie des femmes, des épouses, des mamans. Un spectacle dédié aux femmes en fait. Donc je chantais des chansons tout à fait joyeuses avec ces musiques traditionnelles de tous les pays. Donc il y avait la Bretagne, l'Irlande, l'Amérique du Sud, dont la Bolivie en particulier, de la musique tzigane. Il y avait aussi du jazz. Enfin c'est vraiment ça faisait une sorte de voyage à travers tous les pays. Et là-dessus, Maurice Benoît, qui est président de l'association Urgence humanitaire au Vietnam, me dit « Qu'est-ce que tu prépares en ce moment ?» Je lui ai dit donc ce spectacle Monde. Maurice, ça faisait longtemps que je le connaissais. Je l'avais rencontré quand on avait commencé ces spectacles sur la péniche pour les enfants. Il était venu dans mon bureau. J'aime bien raconter toutes ces histoires. Quelquefois, je raconte ça à la télé, il est très embêté. Et il arrive dans mon bureau avec une copine. Je précise que dans mon bureau, c'est comme aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Hein. Il n'y avait pas de porte ouverte, pas de coup de vent. Et il approche là de l'étagère qui est là. Il y avait une gravure du Saint-Suaire, donc de Jésus, mais les yeux ouverts, en bonne santé. Et elle était posée là, et cette photo lui tombe sur la tête. Et je dis à Maurice, mais Maurice, vous avez été choisi pour quelque chose. Il se met à rire. Il se dit, cette fille est vraiment spéciale. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que quelques années après, il est parti au Vietnam pour adopter une petite fille. Il a rencontré Mère Isabelle, qui est la mère Teresa du Vietnam. Il a visité l'orphelinat dont elle s'occupe. Il a vu tout ce qu'elle faisait au Vietnam pour les sans-abri, pour les enfants qui sont dans les rues. Comment elle les élevait, enfin, parce qu'elle travaille avec toute une congrégation de religieuses, et comment ils arrivaient à sauver tous ces gamins et à aider les plus démunis là-bas. Il est tombé complètement amoureux de cette association. Et il en est devenu le président. Après, il a été nommé président il y a quelques années. Et donc, ce jour-là, il m'appelle, je crois que c'était fin 2003, fin 2003, il me dit « Qu'est-ce que tu prépares ?» Et je lui dis « Voilà, je suis en train d'enregistrer ce nouveau disque. » Et je lui dis « Je viens de recevoir la bêta d'une émission que j'ai tournée, d'une interview. » Et je lui dis « C'est bizarre parce que la photo qu'ils ont choisie, on me voit contre les affiches qui sont là. » Et donc ça cachait des mots de l'affiche. Donc j'avais chanté au théâtre Maurice Ravel. Mais comme j'étais devant l'affiche, on ne voyait plus que Hélène Kibaro, Maurice, Novembre. Et je lui dis, c'est bizarre, il y a écrit Hélène Kibaro, Maurice, Novembre. Qu'est-ce qu'on va faire en novembre, toi et moi? Il me dit, mais est-ce que tu voudrais œuvrer pour Mère Isabelle et que tes spectacles viennent en soutien à son œuvre? Et c'est comme ça que tout a commencé. Donc j'ai commencé à soutenir cette association, à devenir la marraine. Et on s'est retrouvés au Trianon, donc, où la mère Teresa du Vietnam, donc Mère Isabelle, est venue sur la scène du Trianon lors de la générale du spectacle, où il y avait la presse, etc. Et à la fin du spectacle, elle a parlé à tout le monde en anglais. Elle a expliqué ce qu'elle faisait. Elle a dit aux enfants de la chorale qui m'accompagnaient, vous avez des chaussures pour aller à l'école, vous avez des vêtements, mais mes petits-enfants n'ont rien, etc. Mais moi, je ne savais pas du tout comment recueillir les fonds. Je pensais que simplement en distribuant des papiers, des prospectus, ça allait fonctionner, mais ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Il fallait faire une quête tout de suite au moment où elle avait parlé au public qui était là. De ce qu'elle faisait, c'était là qu'il fallait recueillir les fonds. Je ne le savais pas encore. Voilà, mais ça avait commencé quand même et ça a très bien fonctionné parce qu'il y a eu quand même des dons importants de personnalités qui étaient là et elle a pu payer des études à beaucoup de personnes.
Ah, beaucoup d'enfants. En fait, avec 25 € par mois, je crois, elle arrive à élever un enfant jusqu'au bout. Genre, si une personne fait, comment ça s'appelle, c'est un parrainage d'enfants, et s'engage à verser 25 € par mois, l'enfant est sauvé. L'enfant arrive à se débrouiller tout seul, arrive à avoir un métier, et puis elle peut les laisser après se débrouiller tout seul. Donc ça, c'est très important de savoir ça, et donc l'association s'appelle Urgence humanitaire au Vietnam. Le site de Mère Isabelle, c'est www.mère-isabelle.com, et là, on voit tout ce qu'elle a pu faire, donc pour les enfants, les orphelinats qu'elle a construits, les hôpitaux, les maisons d'accueil, etc. L'année suivante, donc en 2005, j'ai fait un nouveau spectacle jazzy avec beaucoup plus de chansons à couleur jazz. Dis pourquoi le soleil ne revient pas, quel temps couvert. Depuis que tu es parti, c'est l'hiver. Comme il pleut bergère. Le tonnerre m'a mis la tête à l'envers. Tous ces éclairs sont devenus des amis sincères. Comme il pleut bergère. Comme il pleut bergère. Quand tu es parti, le blues glissa dans mon lit. Il m'a consolé, il m'a bercé chaque nuit. Il a tout changé. Si tu reviens aujourd'hui, tu l'entendras ici. Dis pourquoi le soleil ne revient pas, quel temps couvert. Depuis que tu es parti, c'est l'hiver. Comme il pleut bergère. Quand tu es parti, le blues glissa dans mon lit. Il m'a consolé, il m'a bercé chaque nuit. Et tout est changé. Si tu reviens aujourd'hui, tu l'entendras ici. Tu m'appelles, te voilà comme un soleil, c'est une merveille. Depuis que tu es là, j'ai des ailes. Et là, j'ai rencontré Francis Lalanne qui est venu me voir en spectacle au musée d'Appert. Et c'est un très beau souvenir parce que à la fin du spectacle, il est venu, il m'a dit « Je ne sais pas ce que vous avez mis dans vos chansons, j'ai pleuré comme un bébé », m'a-t-il dit. Il avait pleuré à une chanson qui s'appelle « Je t'aime si tant » et qui est une berceuse, une maman qui parle à son enfant et qui dit « Si les présidents qui dirigent notre terre goûtaient ce bonheur
d'allaiter son enfant ou de donner le biberon à son enfant, il ferait plus attention et il ferait que dans le monde, la paix soit toujours présente. Et donc, il est venu me parler à la fin du spectacle, il a fait un bœuf avec les musiciens, et il a signé ses autographes aussi, il a pris le goûter avec les enfants des chorales qui m'accompagnaient. Et ça a été une très belle rencontre parce que c'est lui qui, le premier, a dit « Ok », l'année suivante, quand j'ai été déléguée pour organiser les concerts parrainés par l'ONU, pour la Semaine mondiale pour le désarmement. Et donc, c'était un premier concert qui allait avoir lieu à la Mutualité. Donc je lui demande s'il veut bien venir y participer. Il me dit oui, je serai là. Ensuite, Rick Azaray a dit ok, Enrico Macias a dit ok, Gene Manson aussi, beaucoup d'autres, Bernard Ménez, enfin c'était vraiment très nombreux. Il y avait vraiment beaucoup d'artistes qui suivaient. Rémi Brica, Corbier, beaucoup d'artistes aussi du cinéma qui voulaient y participer, mais ils étaient en tournage, alors ils faisaient des témoignages écrits. Ils faisaient des témoignages filmés. On a eu, j'ai pas la liste sous les yeux, mais il y en a eu vraiment beaucoup. Il y avait Hugo Frey, il y avait même des sportifs. On avait même les témoignages par l'association Une balle pour la paix. On a eu les témoignages de Zinedine Zidane et de Yannick Noah aussi, donc tout ça pour la paix. Et donc on avait sur grand écran ces témoignages à distance et on avait la présence donc de très nombreuses personnalités qui sont venues chanter une chanson ou deux. Et moi je savais que bon, tous ces gens venaient là gracieusement pour une telle cause. Ce spectacle était également en soutien à Urgence humanitaire au Vietnam. Mais je me disais, il faut quand même que je prenne des remplaçants au cas où ces vedettes ne seraient pas présentes et qu'elles aient un empêchement de dernière minute ou un très gros contrat qui les force à partir au loin. Mais tout le monde est venu, tout le monde a été présent. Et je me suis retrouvée donc avec les remplaçants et les vedettes et j'ai gardé tout le monde et on a fait 4 heures de spectacle. Le plus extraordinaire dans ce spectacle, c'était le fait que 3 semaines à l'avance, je m'aperçois que vraiment ça peut être complètement raté parce qu'on n'a pas de répétition possible. La salle de la Mutualité est occupée du matin au soir, louée, et qu'il n'y a pas de créneau horaire où on puisse venir faire un réglage de son ou de lumière, et qu'en plus le spectacle va être filmé par la chaîne Télif et qu'il faut que ce soit nickel. Mais là, je me dis comment faire ? Comment faire pour faire un spectacle sans aucune répétition, sans aucun réglage. Je n'ai qu'une solution, c'est d'utiliser ma propre méthode pour ça. Et je commence à faire une grande affirmation, une grande phrase magique, comme je dis. Alors j'ai dit, ce spectacle est parfait, le son est parfait, la lumière est parfaite, les chanteurs, les artistes sont parfaits, le public est parfait, enfin tout quoi. J'énumérais tout ça tous les jours, je répétais cette phrase à haute et intelligible voix, et le soir, comme je dormais pas beaucoup parce que c'était quand même une grande charge émotionnelle, je répétais dans mon lit, donc j'allais me coucher, mais je dormais pas avant 4 heures du matin parce que je répétais tout le déroulé du spectacle, au moins 2 fois. Je faisais cette répétition générale, donc je faisais la répétition toute seule, la nuit. Et en fait, quand le jour du spectacle est arrivé, tout s'est déroulé comme ça avait été répété dans ma tête, de façon tout à fait miraculeuse. D'abord, on a eu la présence du mari de Rick Azaray qui est venu à midi. On nous a accordé 10 minutes de réglage, et il est venu, il m'a dit, écoute, je règle le son pour Rika, mais c'est réglé pour tous les autres. Tu n'as qu'à garder le son comme ça et tu auras un spectacle impeccable. Et donc il manquait les lumières, bien sûr. Mais les lumières se sont très bien arrangées toutes seules. Et aussi j'avais demandé à tous les intervenants, donc tous les artistes intervenants, de se mettre dans les 2 premiers rangs pour que je les voie et que je puisse les appeler à monter sur scène tout de suite. Et là, j'appelle le premier artiste, je crois que c'était Francis Lalanne, mais tout le monde, ils s'étaient tous mis dans la loge à raconter leur vie, à se congratuler, à se retrouver.
Et il n'y avait personne qui m'entendait quand j'appelais. Donc j'appelle le premier, je ne le vois pas arriver tout de suite. Et puis je finis par le voir arriver. Et le spectacle se déroule très 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 bien. C'est-à-dire que ça s'enchaîne à la perfection. Il n'y a pas de temps mort. Et tout s'enchaîne très bien. Et 3 semaines après ce spectacle, j'ai Rémi Brica qui y participait. Je dis c'était extraordinaire que tout le monde arrive alors qu'il n'était pas devant. Je ne sais pas comment il m'entendait dans la loge. Parce qu'il n'y avait pas de micro qui parvenait là-bas. Et je dis, c'était certainement mon ange gardien qui les a fait accéder à l'heure, au bon moment sur la scène. Et il me répond, non, non, c'était moi, ton ange gardien, parce que je me mettais entre la loge et la scène. Et quand je t'entendais dire Francis Lalanne, c'était moi qui allais le chercher par la main. Ils m'ont pris pour le régisseur. Et c'était moi qui ai fait le lien pour que tout se déroule à la perfection. Ça a été une expérience du tonnerre de Dieu. Donc 4 heures de spectacle non-stop où les gens ne voulaient pas partir. Et voilà. Et le souvenir que j'ai gardé, c'est que j'étais vraiment très, 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 très heureuse quand ça a été fait. Parce que je savais que le film était parfait, qu'on allait pouvoir le diffuser en télévision. Mais ce que j'ai eu de rigolo, c'est qu'il y avait des courbatures sous mes pieds. Parce que j'avais des talons comme ça et que j'ai arpenté cette scène immense, de long en large, pendant 4 heures d'affilée. Et pendant une semaine, je ne pouvais plus bien marcher parce que j'avais mal sous les pieds. J'avais jamais senti un tel truc. Voilà, donc ça c'est mon grand souvenir du premier grand concert de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainé par l'ONU. C'est sorti bien sûr en DVD, toujours en soutien à l'urgence humanitaire au Vietnam. Et quand je suis rentrée le soir de ce spectacle, je regarde dans ma boîte mail et le premier mail que je reçois, j'avais écrit « Bravo, tout était parfait ». Et donc ça c'était vraiment mémorable. Voilà, et alors en plus j'avais fait faire une quête à la fin de ce spectacle, et donc pour la première fois, l'association avait une somme conséquente pour pouvoir construire des maisons pour les sans-abri là-bas. Il y a eu un autre spectacle qui a suivi l'année d'après, en 2007, au Casino de Paris. Donc c'était donc une série de trois concerts au Casino de Paris, et là, une autre histoire inhabituelle est arrivée. Donc, Casino de Paris, mon attaché de presse me dit 1 mois avant, ne t'inquiète pas pour la répétition générale. Moi, j'aime bien répéter avec des groupes d'enfants dans la salle. J'aime bien faire des répétitions publiques parce que ça nous aide beaucoup. Ça m'aide avec toute la troupe à être opérationnelle, à avoir l'énergie nécessaire pour le soir. Et j'aime bien que la salle soit pleine. J'aime bien répéter aussi devant les techniciens, mais c'est mieux quand il y a un public. Et donc, j'avais dit ça à mon attaché de presse qui me dit « Ne t'inquiète pas du tout, j'ai l'école de Fontenay-sous-Bois, le maire est d'accord. Le maire est d'accord pour nous envoyer 500 enfants dans la salle. Donc tu ne t'occupes pas de ça, c'est réglé. » Seulement 1 semaine avant le spectacle, elle tombe malade, hôpital, le cœur qui flanche, et elle n'est pas chez elle pour avoir les messages, et moi je n'y avais pas accès. Donc on me prête un attaché de presse qui va faire le relais entre ce qu'elle avait commencé et ce qu'il fallait terminer. Et cet attaché de presse m'appelle 8 jours avant le spectacle pour me dire France O veut venir te faire une interview. Je dis ça c'est parfait. Et elle rentre donc de l'hôpital et elle va chez elle. Et lui me dit, mais tu comprends, François veut bien te faire cette interview, mais ils veulent la séance où il y a les enfants. Alors je lui dis, bon, très bien. Et là-dessus, elle m'appelle et me dit, voilà, je viens de rentrer chez moi, je viens d'écouter mes messages, et le maire de Fontenay-sous-Bois ou de Nogent-sur-Marne, je ne sais plus quelle ville c'était, il vient de se désister parce que les enfants ont des contrôles juste le jour où tu dois faire ce spectacle. Et en plus, ils n'ont pas de bus pour accéder au Casino de Paris, c'est trop compliqué pour eux, ils annulent. Donc il n'y aura pas d'enfants. Et donc ta répétition, il faudra que tu la fasses devant les techniciens. Et moi là, je suis très embêtée parce que
parce que je sais que la télévision voulait absolument ce public d'enfants. Et voilà, dans mon bureau, là, juste là, il y a une photo de Saint-Louis, parce que c'est la statue de Saint-Louis qui est devant le château de Vincennes. Et j'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé Saint-Louis parce qu'en Tunisie, on en parlait beaucoup. Et pour moi, quand j'étais petite, quand j'avais 4-5 ans, j'avais écouté les belles histoires quand ils rendaient la justice devant un arbre. Cet arbre existe, enfin la place de cet arbre existe à côté du château de Vincennes. Un monsieur me l'a montré un jour. Et donc, quand je passe devant Saint-Louis, toujours, j'ai une petite pensée pour lui. Pas besoin de tes cadeaux, c'est comme si tout est en trop. Je veux juste mon cœur au chaud, bien calé dedans tes mots. Juste un ami qui m'aille, mène, juste un ami qui m'aille. Pas besoin de regarder tous ces trucs à la télé, mais pouvoir me confier, me sentir tout accepter. Juste un ami qui m'aille, mène, juste un ami qui m'aille. Besoin de me faire la cour, je veux parler sans détour, me sentir enfin comblé, car justement t'apprécier. Juste un ami qui m'aille, mène, juste un ami qui m'aille. Pas besoin de longues vacances, ni qu'on me redise ma chance. J'ai besoin d'être rassuré, dans tes phrases me retrouver. Juste un ami qui m'aille, mène, juste un ami qui m'aille. Pas besoin de bons conseils, dans ma vie c'est pas pareil. Juste besoin d'un ami qui ne juge pas ni n'envie. Juste un ami qui m'aille, mène, juste un ami qui m'aille. Pas besoin de me démontrer que t'es le plus fort, rien à prouver, mais ces montagnes à déplacer, aide-moi plutôt à les soulever. Juste un ami qui m'aille, mène, juste un ami qui m'aille. Qui m'aille,
regarde cette photo de Saint-Louis et j'ai une petite pensée. Je dis, ce serait bien que tu me donnes un coup de main quand même par rapport à cette émission de télé, parce que les émissions de télé, on n'en fait pas tous les jours. Et j'aimerais bien pouvoir faire celle-là. Et là-dessus, j'entends très clairement dans mon oreille droite, je trouve une autre école dans le quartier du Casino de Paris pour que les enfants n'aient pas de bus à prendre. Une école chrétienne de préférence, parce que comme il y a des gospels en fin de spectacle, ça va beaucoup leur plaire. Alors je regarde quelles sont les écoles possibles dans le quartier, les écoles catholiques, et là-dessus, je vois école Saint-Louis dans la rue du Casino de Paris. Donc j'appelle l'école Saint-Louis et je leur explique que je voudrais faire une répétition en public devant les enfants de leur école, et ils font venir 500 enfants donc pour cette répétition publique, et donc François a pu filmer le spectacle comme il voulait, l'interview comme il le voulait, et ça a été une joie incroyable. Les enfants sont venus, ils ont dessiné, ils m'ont offert des dessins à la fin du spectacle. Ils ont chanté avec moi. Ils ont remplacé la chorale parce que la chorale n'était pas encore là. Et en plus, l'école a envoyé un chèque pour urgence humanitaire au Vietnam, avec un petit mot, une carte postale que je dois avoir là. Je vais vous la montrer. Non, je ne la vois pas, mais elle est là derrière. Une carte postale où il y a écrit Saint-Louis, avec les remerciements de l'école. Donc c'était comme une carte que je recevais de Saint-Louis, quoi. Je l'ai pris comme ça. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu, cet événement-là. Tu viens du milieu des eaux, ta main détient le flambeau, tu chantes déjà au réveil, aimant pourtant de merveilles. Tu aimes te lever très tôt, il t'aime, ces milliers d'oiseaux qui chantent. Tu sors du milieu des flots, de l'or coule sur ta peau. C'est rare, une fille comme toi, bizarre, tu ne parles pas, tu chantes déjà au réveil, amante du grand-père soleil qui chante. Tu viens marchant sur les eaux, ou bien tu fais le gros dos, ronronne lorsque ton frisson s'étonne devant les nations. Tu veux, aussitôt tu as du bleu au bout de tes doigts qui chantent si belle qu'il n'est plus de mots. Par elle, tout redevient beau. Pour elle, les fruits de l'été, en elle, la réalité. Elle aime tout dans l'univers, et même notre mère, la terre qui chante.
un torrent de miel répand la vie éternelle. Elle boit l'eau des clairs ruisseaux, la joie lui sort de la peau. Elle danse nue dans vos sommeils. En France ou bien en plein ciel qui chante, elle sort du milieu des eaux. Aurore pour les temps nouveaux, légère, enfant de mon cœur. Ton père redit son bonheur. C'est rare, une fille comme toi. Bizarre, tu ne parles pas, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Ensuite, il y a eu 2008, le gymnase, avec le spectacle de l'autre côté du miroir. Et c'était ce fameux spectacle de 2001 que j'avais remodelé, celui que je trouvais le plus courageux, où je racontais ces histoires entrecoupées de chansons, etc. Et ces histoires qui passionnaient les gens, parce que j'expliquais le fonctionnement donc, du subconscient. Et donc je me retrouve sur la scène du gymnase avec ça et avec une série de spectacles au mois de décembre. Et en cours de spectacle, donc il y a eu TMC, RTL9, MCM, Europe 1, et j'en passe. Et les cinémas Gaumont, Épaté, enfin tous des partenariats nouveaux qui se sont faits autour de ce spectacle de l'autre côté du miroir. Ce spectacle est allé donc au Casino de Paris en 2009, toujours pour l'ONU, toujours pour la paix, toujours pour la Semaine mondiale pour le désarmement. Et là, j'ai voulu réunir tous les gens, toutes les associations qui œuvrent pour un monde meilleur, en particulier les associations de femmes qui défendent les femmes et les enfants. Donc il y en a beaucoup qui m'ont suivi. Et en fait, c'était un spectacle spécial. Je voulais en fait faire ce spectacle à La Goulette, là où je suis née. Et j'avais obtenu des accords de la mairie de La Goulette. Ça avait l'air de vouloir se construire, mais au bout d'un certain temps, les choses n'avançaient plus. Je n'avais pas d'éléments signés, sûrs. Je voulais appeler ce spectacle de l'autre côté du miroir, La Goulette, Casino de Paris, et raconter tout le parcours depuis La Goulette jusqu'au Casino de Paris. Et en même temps, avec l'action pour la paix, parce que La Goulette, c'est un peu la succursale du paradis, disait le film Un été à La Goulette. C'est là que toutes les religions vivaient en parfaite harmonie. Et c'est là où je suis née. Donc je voulais vraiment faire ce pont entre la Tunisie et la France, et ça ne peut pas se concrétiser complètement. Et là, j'ai l'intuition qu'au Casino de Paris, on pourra faire ce lien avec des témoignages vidéo qu'on pourra projeter sur grand écran. Et j'organise donc ce La Goulette Casino de Paris sur la scène du Casino de Paris. Et avec toutes ces personnalités qui se sont jointes à moi, Michel Boujna, Louis Gaufret, Marek Alter, Olivia Catan et beaucoup d'autres. Et ça a été vraiment une expérience absolument mémorable. Et c'était la première fois que Daniel Thuan, mon chorégraphe, nous a envoyé un SMS de félicitations qui se terminait par « On touche le ciel », parce que c'est vrai que cette représentation-là, on a été tous transportés, aussi bien le public que la troupe. Il y avait quelque chose de spécial qui s'est produit ce soir-là, au niveau de l'ambiance et de la communion entre le public et la troupe.
ce que je pourrais dire par rapport aux événements bizarres qui se sont produits et qui sont des expériences, quoi. Le jour où je devais interviewer Marek Alter et aller sur Radio J, je crois, retrouver Olivia Catan qui avait une émission là. Le jour où je devais parler de mes origines. Parce que moi je suis née entre deux religions, entre la religion juive et la religion chrétienne, puisque mon père est catholique, était, puisque maintenant il est de l'autre côté, et ma maman juive tunisienne. On a tous été élevés dans la religion catholique. Parce que mon père, quand il a connu ma maman, elle avait déjà 3 enfants. 3 enfants, dont mon frère qui était circoncis et tout, et comme c'était la guerre, et qu'il y avait une grande angoisse avec tout ce qui se passait. Il a dit, écoute, les catholiques et les juifs, c'est la même religion, c'est la suite, parce que le Christ était juif, la Vierge Marie était juive, les apôtres aussi, donc c'est la même religion, c'est la suite, donc on va baptiser tout le monde, et tout le monde sera chrétien. Et donc mes demi-frères et sœurs sont tous allés chanter dans les chorales, ont été baptisés, communiés, etc. Et nous, on a été élevés dans une école catholique. Donc c'était la première fois que j'allais parler de ça à la radio. Et je me réveille le matin, mon bras droit ne voulait plus bouger. Alors j'appelle le médecin, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit c'est une vertèbre qui a dû bouger. Viens, je vais voir ce que je peux faire, mais ça ne s'arrange pas tout de suite. Donc je téléphone à une amie ostéopathe, je lui dis écoute, je commence les répétitions. On était à 10 jours du spectacle, je dois faire tout un tas de mouvements avec mes bras et avec mes danseurs et avec les 4 bras, etc. Des chorégraphies de Daniel. Et je ne voyais pas comment je pouvais assumer un spectacle avec un bras qui reste comme ça. Mais je vais interviewer Marek Alter, je lui serre la main avec la main gauche, je vais faire mon émission de radio le soir. Il y avait Valérie Offenberg qui est déléguée pour la paix du gouvernement et je lui serre avec la main gauche, je vais faire mon émission et ma copine ostéopathe me dit quand tu as tout terminé vers 9h, 9h30, viens me voir, je vais essayer de t'arranger ça. Et je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Elle me dit c'est une peur, c'est tout aligné, c'est tout ce qu'ils ont vécu par rapport à la guerre, par rapport à tout ça, et toi, évidemment le bras c'est pour agir. Et donc là, mon subconscient disait je ne veux plus avancer, je ne veux pas avancer dans tout ça. Et bon, elle arrive à dégager tout ça et le lendemain ou le surlendemain, mon bras bougeait normalement et le spectacle a pu se faire et a été une chose magnifique dont on voit un extrait là. Ah, on voit les témoignages, oui. Et on voit cet extrait de chanson, c'est un monde nouveau avec les gospel colors. Tant d'horreur et de torture, ce n'est pas bien beau ces pays-là, c'est loin, là-bas, mais tu n'auras pas de repos tant que sur terre, l'homme a le cœur gros. Les temps anciens s'achèvent, tout va devenir plus beau. Des sages nombreux se lèvent, des voix vont chanter là-haut. La paix dans l'allégresse, le bonheur qui coule à flot. C'est un monde nouveau. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. C'est un monde nouveau. Viennent ces bienfaits qu'il pleuve, désormais du haut du ciel. Danser les paroles neuves, fêter tous les jours Noël. L'amour et la tendresse, la bonne santé coule à flot.
c'est un monde nouveau. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. C'est un monde nouveau. Les secrets longtemps gardés sont révélés au grand jour. Les trésors de nos aînés distribués tour à tour. Les plus grandes richesses dans la joie qui coule à flot. C'est un monde nouveau. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. C'est un monde nouveau. Glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. C'est un monde nouveau. Glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. C'est un monde nouveau. Alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. C'est un monde nouveau. Un immense bravo à Tendance Asnières. Merci mesdemoiselles.